J'avais dû axer les premiers moments sur la discipline, en fait, tu vois. Revenir sur quelques règles de base. Quand on veut parler dans le collectif, on lève le doigt. Parce que si tout le monde fait exactement comme toi, on ne s'entend pas, c'est pas possible. Donc des choses comme ça que je n'aime pas faire, que j'ai dû faire. Et pour moi, c'était pénible. Donc j'en ai gardé un souvenir mitigé. Mais pour eux, c'était cool. C'était cool, ils ont passé un bon moment, ils se souvenaient de ce qu'on avait fait, tout ça. Et je reviens et ils se mettent à crier mon nom à 8h30 dans la cour. Les autres profs qui me regardent un peu bizarrement, genre, c'est qui lui ? Hey hey! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Nos enfants passent une grande partie de leur jeunesse à l'intérieur de l'école. Ils se réfèrent à d'autres adultes et découvrent un nouveau monde via le milieu scolaire. Pourtant, l'espace où évoluent nos enfants nous paraît parfois un peu opaque. Enfin, vous avez de la chance si votre enfant vous raconte toute sa vie à l'école, mais c'est pas toujours le cas. Alors, je me suis posé la question, comment se déroule la vie à l'intérieur des écoles et à quoi ça ressemble d'être instit en 2024. Mouhamadou est professeur des écoles depuis une dizaine d'années. Il est remplaçant, par choix, pour découvrir le plus de milieux possible et donc d'engranger de l'expérience. Sur les réseaux sociaux, vous le connaissez peut-être, sous le pseudonyme de Balance pour la Balance, il raconte des scènes, des interrogations que lui suscite son métier. Plongez avec moi dans l'univers de l'enseignement du primaire et de la maternelle et venez prendre une belle leçon de remise en question par Mouhamadou. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Mouhamadou. Salut Clémentine. J'ai le droit de dire ton prénom, c'est bon? Bien sûr. Parce que tu es plus connu quand même sous le nom de Balance pour la Balance. C'est vrai. Qui est pas tout à fait ton prénom. Non, mes parents, ils ont pas choisi celui-là, heureusement. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ton métier. Parce que tu es professeur des écoles et ça me tenait vraiment à cœur de comprendre les enjeux qu'il y a autour de l'école aujourd'hui, de ce que ça veut dire être prof en 2024, de pourquoi on choisit d'être prof aujourd'hui au 21e siècle. Déjà, raconte-nous comment tu es arrivé à devenir professeur des écoles. Écoute, je suis devenu prof parce que j'ai toujours eu la passion des enfants. Voilà. Non, évidemment, c'est pas vrai. C'est une partie de la réponse. Non, c'est quelque chose qui est arrivé dans mon parcours parce que moi, j'ai fait des études de sciences humaines, j'ai fait de la socio, d'anthropo, un peu d'économie aussi, des langues. Et puis à un moment donné, dans mon parcours, je me suis arrêté, j'ai fait autre chose. Je suis rentré dans la vie active et l'opportunité, on m'a conseillé en fait de devenir prof parce que apparemment, c'était, il y avait quelque chose dans mon caractère qui s'y apparentait. Voilà. Et on m'a dit, écoute, je te vois bien en tant que prof, il y a des possibilités, t'aimes bien expliquer les choses aux gens et t'expliques plutôt bien, alors pourquoi pas. Et effectivement, ça a matché. Alors j'ai tenté le concours une première fois sans préparation en fait, pour voir ce à quoi ça ressemblait. Évidemment, je me suis fait recaler. Et ça, c'est une petite info pour tous ceux qui disent que le concours est donné à n'importe qui. Et à ce moment-là, peut-être que j'étais même pas n'importe qui, j'étais personne. Voilà, donc on me l'a pas donné. Et l'année suivante, je suis rentré dans la formation, à l'époque ça s'appelait les INSPE, SP,
INSPE maintenant, voilà. Et ça s'est très bien passé, on m'a expliqué ce qui n'allait pas. J'ai passé le concours et ça s'est très très bien passé. Et puis voilà, maintenant je suis prof depuis 7-8 ans et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour plein de raisons différentes. Évidemment, la première que j'ai évoquée, mais pas que. Ce que j'aime bien, en fait, c'est la possibilité, si on veut, d'essayer, je dis bien d'essayer, d'impacter de manière positive, en tout cas, les parcours des élèves que je rencontre, voilà. Mais c'est quelque chose qui est réciproque en réalité, parce que je sais que ça fait très bateau comme ça, mais c'est la vérité en fait. Tous les jours, j'en apprends un petit peu plus de la part des enfants que je rencontre. Et là, j'emploie le terme enfant, pas élève, parce qu'ils ne sont pas toujours élèves en fait. Voilà, c'est être élève, ça s'apprend. Et lorsqu'ils arrivent à l'école, ces enfants, qui sont des enfants que les parents nous confient, voilà, sont d'abord eux-mêmes en fait. Ils sont pas toujours dans ce rôle-là, et j'en apprends beaucoup. Et pourquoi est-ce que tu as voulu devenir professeur des écoles et pas être prof dans une matière que tu aimais Parce que je ne me voyais pas avec des adultes. Le rapport est différent. Je me voyais pas, parce que c'est vrai que lorsqu'on fait des sciences humaines, souvent l'un des débouchés, en tout cas, c'est l'enseignement dans le supérieur. Mais je ne me voyais pas avec des adultes, en fait, à aucun moment. Je me suis dit que s'il y avait contact avec des êtres humains, c'était plutôt à ce qu'on considère être la base, tu vois. Lorsque les enfants sont petits, c'est pas que c'est plus malléable, mais c'est un autre intérêt. Voilà, c'est un autre intérêt. Il y a moins de certitude chez eux, peut-être. Et je trouvais que le terrain m'aura donné raison jusqu'à aujourd'hui, que la qualité des échanges était peut-être plus directe. Avec des enfants. Ouais. Yeah. Il y a moins de filtres. Et c'est chouette. Et c'est chouette, parce que vraiment, ils nous renvoient parfois des images de nous-mêmes qu'on ne perçoit pas autrement, qui peuvent être vraies ou fausses, mais c'est extrêmement intéressant, en fait. On est toujours en adaptation, en fait. Ouais. Et c'est ça que je recherchais, je crois, quelque part. Tu te serais vu quand t'étais toi ado te dire en fait plus tard je vais être prof des écoles devant des tout petits, que ce soit des 3 ans ou des 11 ans? Non, absolument pas. Absolument pas. L'école, je crois que comme beaucoup de personnes, c'est un endroit que quand t'as de la chance, en tout cas, lorsque tu y vas, lorsque t'es petit, t'aimes bien ça. Moi, c'était le cas. J'aimais bien l'école. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai eu cette chance-là. Mais lorsque tu y es plus, en fait, c'est comme si tu zappais un peu. Est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient? Je sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, qui fait que ce monde-là se referme, j'ai l'impression. On a des souvenirs plus ou moins marquants, mais l'école s'éloigne de nous petit à petit. On est occupé, happé par autre chose, d'autres aspects de nos vies, et c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. Donc, non, je me voyais pas du tout devenir prof. Mais c'est vrai que lorsque je discute avec des collègues qui sont nouveaux dans le métier, ça arrive relativement souvent que ce soit des collègues qui me disent moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Donc, ils sont restés dans leur scolarité, et depuis tout petit, en fait, ils ont tout fait pour arriver à cet objectif-là. Non, moi, c'était pas le cas, clairement. Donc, tu t'es cherché professionnellement au départ, en gros. Donc, c'était pas la vocation, comme tu dis, depuis les tout débuts de ta vie, et t'as pas accroché avec l'école en disant « c'est sûr, ça, c'est pour moi ». Quand t'as débarqué la première fois dans une salle de classe, qu'est-ce qui t'a marqué? En tant que prof? Ouais. J'étais paniqué. Ouais, j'étais paniqué parce que je compare souvent ça au fait d'avoir le permis de conduire. Tu sais, quand t'as le permis, t'as fait tes heures, tout ça, t'as passé l'examen, ça s'est bien passé. Et puis, pendant 3 ans, t'as un A, en fait, sur ta voiture, qui montre que tu es apprenti. Donc, généralement, ça a 2 effets lorsque t'es sur la route. Il y en a qui vont être très gentils, qui vont comprendre, et il y en a qui vont s'en servir pour te mettre la pression, klaxonner à chaque fois que tu vas faire ce qui s'apparente une petite erreur, tu vas pas assez vite, ou voilà, des choses comme ça. Mais en tout cas, tout le monde a l'information qui dit que, attention, je suis encore en apprentissage. Lorsque t'es prof, c'est pas pareil, t'as le concours et ensuite t'es devant les élèves. Et les élèves, quand ils te regardent, on leur a dit qu'ils avaient un maître, une maîtresse, un professeur, et ils attendent de toi que tu sois ce professeur. Donc t'as pas cette période d'essai, en fait. Il faut que tu sois, ou en tout cas t'essayes d'être tout de suite performant, c'est peut-être pas le mot, mais au niveau, en tout cas, des attentes qu'on a placées en toi. Alors que clairement t'es pas prêt, et je pense que beaucoup le ressentent. Moi, je l'ai ressenti comme ça mes premières minutes. Alors ça a mis peut-être le temps de la matinée jusqu'à ce que la pause méridienne arrive et que je puisse me reposer un peu et me dire ça y est, c'est passé. Ça y est, c'est passé. Et les premières infos, les premiers bilans, j'ai pu les faire à ce moment-là, mais le premier sentiment, c'est la panique. Qu'est-ce que eux ils voient, en fait, les enfants?
Est-ce qu'il me voit au niveau? Est-ce que ce que je viens de dire, est-ce que je peux pas fouiller? Est-ce que c'est plein de petites choses comme ça où en fait on est en train d'essayer de rentrer dans ce rôle de professeur, comme de l'autre côté, les élèves vont essayer d'entrer, les enfants vont essayer d'entrer dans ce rôle d'élève. T'avais une classe de quel âge? Ma première classe était une classe de CE1. Donc c'était quand même des grands, donc il y a une interaction, ils peuvent voir ton mal-être ou ton malaise, quoi. Ils peuvent le sentir. Carrément. Ouais. J'ai jamais su s'ils l'avaient vu. Mais j'imagine que... Est-ce que quand tu as débuté, tu as pris un poste tout de suite en fait, à temps plein et dans la même école? J'étais à mi-temps. À l'époque, la formation était ainsi faite. J'étais à mi-temps, c'est-à-dire que 2 semaines, j'étais en classe et 2 autres semaines, j'étais en formation à la fac. Ouais. On parle beaucoup de la formation des instits, des professeurs des écoles. Je pense que c'est un peu opaque pour nous, parents, ou en tout cas en dehors de cet univers. Est-ce que vous avez tu considères une bonne formation au niveau de la pédagogie? Comment on est face à une classe? Comment on intéresse les élèves à quelque chose? Ou est-ce que c'est purement théorique sur ce que vous devez apprendre comme socle de connaissances? Personnellement, mais je crois que beaucoup de collègues me rejoindront et j'espère que je ne vais pas vexer les collègues formateurs qui sont dans les INSPE parce qu'ils font un taf de fou, hein, il faut aussi le dire, ils le font comme ils peuvent. Et moi, je suis ressorti de cette formation avec beaucoup d'éléments théoriques, mais c'est vrai, peu d'éléments pratiques, parce que je pense que c'est extrêmement difficile en fait de se positionner sur ce qui est gestion de classe, par exemple, tu vois, parce que tu ne sais jamais à quoi va ressembler une classe, tu ne sais jamais à quoi va ressembler le climat scolaire dans lequel tu vas arriver, mais de manière générale, je pense que la formation étant scalée, en tout cas à cet instant-là, ou en tout cas moi lorsque j'étais dedans, eh bien avec le recul, il m'a manqué tout un tas de petites astuces pour pouvoir m'installer plus aisément, on va dire, dans ce rôle de prof, parce que c'était très théorique, peut-être parfois un peu trop théorique. Tu sais, on a des situations où on a l'impression que les enfants sont tous des élèves déjà, et que c'est des classes parfaites. Tu vas donner une consigne, et les élèves, tu sais, ils sont en randonnion, ils t'écoutent, juste ils t'écoutent. Mais quand tu arrives dans une classe... Mais c'est qui lui? Pourquoi je vais l'écouter? Non, il faut gagner la confiance en fait. Voilà. Comment est-ce que tu la gagnes? Ça, on ne sait pas toujours. Est-ce que c'est un positionnement? Est-ce que c'est un timbre de voix? Est-ce que c'est un regard? Est-ce que toutes des petites choses qui s'apparentent un peu peut-être à un jeu d'acteur? Tu vois? Moi, je trouve que ça nous a peut-être un peu manqué. Alors c'est pas que ça, parce qu'en fait lorsque t'es en classe, même si tu joues beaucoup, même si tu rentres dans un personnage, t'es aussi sincère, parce que c'est une partie de toi-même en réalité. Voilà, tu enseignes des matières scolaires, mais à ta façon. Je sais que pour avoir déjà été en classe avec d'autres collègues, on n'a pas forcément les mêmes manières d'exercer notre métier, quand bien même on essaye de faire apprendre exactement les mêmes notions aux élèves. Par exemple, vous n'avez pas un module genre jeu de rôle dans telle situation? Comment je fais le premier jour de classe? Comment je dois qu'est-ce qui va être mis en place? Comment je me présente? Pour dédramatiser aussi ce moment où toi tu t'es dit extrêmement angoissé et stressé. Oui. Parce qu'il n'y a pas de répétition, en fait. Enfin, on te donne les clés du camion et tu te débrouilles. C'est ça. Moi, je n'en ai pas eu le souvenir, en tout cas. Je n'en ai pas eu le souvenir. Alors, est-ce que maintenant, ça a changé? Je ne sais pas. J'espère. J'espère, parce que si j'avais une proposition à faire à tous nos gouvernants qui décident de ces choses-là, ce serait, essayer de rendre la formation un tout petit peu plus concrète. Alors oui, évidemment qu'on a besoin de théorie, mais on a besoin de pratique. Et dans les premiers instants, c'est vraiment ça qui nous sauve. Voilà. Comment tu fais pour que les élèves, pour que toi-même tu sois à l'aise en fait, déjà là, peut-être un peu plus de mise en situation. Comment tu fais pour que les élèves portent sur toi ce regard que tu attends, tu vois. Peut-être aussi qu'il n'y a pas de solution, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas ça dans notre formation, mais je crois qu'avec un peu d'ancienneté, tous les professeurs en ressortent avec des petites billes, tu vois, qu'on pourrait peut-être partager. Voilà, tu me donnes une idée, tu vois. Est-ce que c'est pas un truc à faire? Je sais pas, on se réunit tous ensemble et on écrit nos différents tips et on les partage, tu vois. Ça pourrait être quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a peu de métiers, j'ai l'impression, tu vois, un médecin ou une médecin, il va pas arriver au bloc, j'ai jamais essayé, en fait, allez, je me débrouille, on verra bien à quoi ça ressemble, je suis un peu stressée. Normalement, il y a une formation continue, et en plus, vous avez affaire à de l'humain, à de l'humain jeune, avec beaucoup, parce que je pense que tant qu'on n'a pas eu d'enfants, on se rend pas compte
le bazar que peuvent mettre beaucoup d'enfants en même temps ensemble. C'est l'expérience, ça, Voilà, la parentalité. Non, mais tu vois ce que tu disais, que les enfants, ils t'ont beaucoup appris. C'est pareil pour nous, quand on devient parent, j'avoue, tu te dis, je pensais pas autant apprendre. J'ai l'impression que ça allait être moi la figure d'autorité ou d'apprendre, qui allait apprendre quelque chose, mais c'est eux qui nous enseignent tellement. Comment est-ce que tu définirais être prof en 2024 ? Être prof en 2024, pour moi, ce serait... après, c'est mon poste qui veut ça aussi, mais je crois dans toutes les classes, même lorsque tu es sur un endroit sur le long terme, c'est être constamment dans l'adaptation, je crois. Parce que c'est bizarre, mais je crois que c'est un métier qui fait beaucoup parler. C'est un métier que pas beaucoup de gens ont envie de faire, mais c'est un métier qui fait beaucoup parler. On s'intéresse à l'école. On s'intéresse à l'école pourquoi ? Parce qu'encore une fois, notre public, ce sont des enfants. Et ce sont les enfants des familles de la nation avec un grand N. Donc c'est un lieu où il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et du coup, on est sans cesse dans l'adaptation parce qu'on est sous le feu des projecteurs. Celui des enfants, celui des familles, celui des politiques qui, tous les quinquennats, vont toucher au programme et pour lesquels nous, on doit essayer de s'adapter constamment. Donc, c'est l'adaptation constante. Ouais. C'est comme ça que je le vois. C'est parfois stressant, parfois grisant, mais c'est l'adaptation, pour moi. Alors, dans ton parcours, toi, tu as fait un choix un peu différent au fur et à mesure des années. Tu n'as pas voulu prendre un poste à temps plein dans la même école, c'est ça ? C'est ça. Tu es remplaçant. C'est ça, on appelle ça brigade. Brigade. Ouais. Ok, c'est drôle ce mot, je trouve. C'est ouf, ça fait très policier. Genre, tu viens, c'est quoi, tu vas mettre de l'ordre ? Je ne sais pas. Alors que non. Donc, en gros, tu es remplaçant sur des postes. Ça peut être quoi, remplaçant ? Les maladies, congé formation. mater, formation, pour le coup, cette année, vraiment. Voilà, mais c'est des remplacements divers et variés. En fait, à chaque fois qu'il y a un enseignant qui est absent, on m'appelle ou on nous appelle, parce que je ne suis pas tout seul, évidemment. Voilà, et on n'est pas assez, clairement. Pour remplacer tous les profs qui manquent à l'appel. Mais ça veut dire qu'on t'appelle un vendredi matin à 7h, faut aller sur ce poste ? Ou tu le sais en avance genre une ou 2 semaines ? J'ai de la chance cette année sur le poste que j'occupe d'avoir, généralement pas tout le temps, les nouvelles en avance en fait, 2-3 jours en avance. Mais, parce que, comment dire, dans l'éducation nationale, il y a différents types de postes de remplaçants. Et ce luxe que j'ai aujourd'hui, je dis bien c'est un luxe, ne m'a pas été donné pour l'autre poste de remplaçant que j'avais avant. Et pour le coup, on m'appelait le matin pour me dire attention, là aujourd'hui, tu vas dans telle école, tu remplaces sur tel niveau pendant tant de temps. C'est-à-dire que effectivement, tu as l'info à un instant T et 2 secondes avant, tu savais pas en fait où tu étais censé aller. Et tu vois, ça fait écho à ce que je racontais par rapport à l'adaptation en fait. T'as pas le choix là. T'as pas le choix. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu as voulu choisir d'aller, parce que c'est un choix de ta part, c'est un choix. D'être dans la brigade ? Alors peut-être que non, pour être honnête, en fait, en début de carrière, j'ai eu de la chance, je le dis, de la chance, parce que je suis arrivé dans des écoles où tout fonctionnait en fait. J'ai été super bien accueilli, les collègues m'ont passé tout plein de choses et m'ont donné tout plein de conseils pour m'aider justement à m'installer dans ce rôle. Mais en même temps, eh bien... malheureusement, j'ai eu le sentiment de ne pas servir à grand-chose parce que les populations auprès desquelles j'étais étaient plutôt, je dis bien plutôt, pas partout, pas à tout moment, mais des populations qui étaient acculturées, j'ai envie de dire, qui connaissaient les codes de l'école. Et pour le coup, je me suis dit, mais que ce soit toi ou un autre, en fait, ça changerait pas grand-chose pour ces enfants-là. Et j'avais bien idée tout de même que c'était pas une vérité sur tout le territoire. Et j'avais envie d'aller voir autre chose. Parce que je pensais que ce serait enrichissant et intéressant. Le temps m'a donné raison, en tout cas. Voilà. Donc là, tu as l'impression d'avoir un impact plus fort sur la vie des enfants en prenant ce poste... à la brigade, pardon, ça me fait rire, mais... J'ai l'impression d'avoir un impact plus concret, en tout cas, ouais. Parce que les milieux sont pas les mêmes, tout simplement. Alors, je veux pas qu'on se dise, ah oui, le public qui rencontre, c'est des personnes qui sont, je sais pas moi, défavorisées ou quoi que ce soit. Non, il y a différents types de mixité, si on veut. Et il y a des endroits où, encore une fois, effectivement, que ce soit toi ou un autre, et c'est pas contre les enseignants, mais tu sais que ça va rouler pour ces enfants-là. Voilà. Et moi,
peut-être à un moment dans ma carrière, c'est exactement le type de public que je vais rechercher. Tu vois, voilà, c'est un confort aussi. Mais à cet instant-là de ma vie, de ma carrière, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai envie, je sais pas, c'est sollicitant intellectuellement en fait, de se dire mais comment tu fais là pour aider cet enfant-là. Est-ce que tu vas être en capacité de l'aider ou pas? C'est un challenge. Voilà, juste t'essayes. Et en fait, il y a plein de situations qui permettent de réfléchir différemment parce que c'est pas toujours les mêmes problématiques que tu rencontres. Mais en changeant d'école, en changeant de classe, peut-être que l'expérience que tu as accumulée avant va t'aider en fait à solutionner à un instant T une situation pour un ou plusieurs élèves. Et c'est ça l'expérience en fait. Voilà. Moi, c'est ça que je recherchais. C'est pour ça que j'ai voulu prendre ce poste de remplaçant. Ouais. T'as accumulé au final plein de scénarios différents auxquels t'aurais pas été confronté si t'étais resté dans une classe. J'en suis sûr. Des enfants différents, des publics différents, des collègues différents aussi, j'imagine. Absolument. Des fonctionnements différents au sein des écoles. Absolument. Et t'as la sensation qu'au fur et à mesure où tu vas avancer dans ta carrière, tu pourras piocher dans ce qui t'a parlé, marqué et pouvoir le mettre en place quelque part. J'ai cet espoir-là parce qu'en fait, alors j'écris pas. Voilà, aujourd'hui, c'est passé ci, j'étais dans telle situation. Voilà la solution, parce qu'il n'y a pas de solution parfaite. Par contre, je sais que ces situations m'imprègnent en fait, et que du coup, à force de se retrouver, voilà, dans cette dynamique-là, en fait, il y a des choses qui deviennent plus ou moins naturel en fait. Et pour moi, c'est ça en fait, être prof aujourd'hui. Quand je parlais encore une fois, je me répète, mais d'adaptivité, d'adaptation, eh bien, c'est qu'au bout d'un moment, tu as accumulé tellement d'expérience dans un domaine que lorsque tu fais les choses, tu les fais pas de manière automatique, mais en tout cas de manière naturelle. Tu vois, tu réfléchis moins. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est là où ouais, tu deviens un véritable professionnel, tu vois, de ce que tu fais. Toi qui étais dans le domaine sportif, voilà, lorsque tu vas mener un entretien avec une personnalité, tu sais, enfin, j'imagine. Oui, j'en ai. Voilà. J'imagine qu'entre ta première interview d'une personnalité et ta dernière, tu as accumulé une expérience qui fait que tu es un tout petit peu plus à l'aise, parce que ça peut toujours être impressionnant d'être face à telle ou telle personnalité, mais tu as des petits tips, tu sais que voilà, tu vas pouvoir poser telle question peut-être à cette personne parce que tu as telle info alors qu'avec une autre personnalité ça passera pas. Bah là c'est pareil, tu as un outil, tu sais que dans ce genre de situation peut-être ça va pouvoir le faire, mais dans une autre ça le fera pas. Voilà. Si on revient sur ton parcours, à partir de quand tu as eu la sensation de commencer à être à l'aise dans ta classe et d'être droit dans tes bottes dans cette posture de professeur des écoles qui génère de la confiance? Paradoxalement, j'ai envie de dire assez rapidement. C'est-à-dire que cette première journée que je t'ai racontée en 2 mots, en fait, peut-être 1 ou 2 semaines après, ça y est, c'était concret en fait. Le moment risqué était passé. Et là, maintenant, il me restait plus qu'à faire. J'ai eu la chance aussi, encore une fois, de tomber sur des collègues qui ont été très très bienveillants et qui m'ont laissé les clés du camion en fait, en me disant écoute, tu vas faire des erreurs, mais c'est cool parce que tu vas apprendre et c'est la vérité. Voilà, tu dis quelque chose, tu te trompes même sur une notion que tu maîtrises pas encore très très bien, ok, c'est pas grave. Tu vas chercher, tu vas demander, on va t'aiguiller, tu vas trouver, et ensuite tu vas pouvoir enseigner. C'est comme ça qu'on apprend, je crois. On dit souvent aux élèves, voilà, c'est pas grave de se tromper, mais souvent nous-mêmes on a peur de se tromper. Alors que non, faut pas avoir peur. On est ensemble en fait dans ce truc-là. Alors oui, il y a certaines choses que je sais peut-être mieux que vous, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de connaissances parce que vous êtes plus jeune. Non, vous avez votre expérience de vie et elle compte aussi en fait, et c'est intéressant de la regarder. Donc on est tous là, on est tous ensemble et on va voir ce qu'on peut faire par rapport à ce qu'on doit faire, c'est-à-dire apprendre certaines notions scolaires. En étant remplaçante, t'es forcément face à plein d'âges différents, plein de niveaux différents. C'est quoi que tu préfères? Maternelle, primaire? Élémentaire. Je préfère élémentaire et je préfère les plus grands. Okay. CM1, CM2. Parce que... j'allais dire c'est plus vivant. Non, c'est juste que la qualité, la nature des échanges est différente. J'aime bien, moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'humour. Voilà, en classe, j'aime bien lorsqu'il y a une bonne ambiance. Et avec les plus grands, en fait, tu peux te permettre certaines choses. Et tu sais qu'ils comprennent en fait. Voilà, il y a des jeux de mots, encore une fois, des jeux d'humour que les grands vont percevoir et ils vont avoir du répondant aussi. Et en fait, j'aime beaucoup ça. Et puis même au niveau des programmes, je trouve que c'est les programmes du cycle 3 me parlent. Le cycle 3, c'est à partir du CM1. Ça me parle beaucoup plus en fait. Je trouve qu'on rentre dans des espèces de notions un peu plus concrètes, notamment en histoire, en géographie, et en sciences. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, ouais.
Mais en revanche, tu fais des remplacements chez les 3 ans, 4 ans, Aussi. 5 ans. Je n'ai pas du tout de chiffres, mais j'ai la sensation qu'il y a peu d'hommes professeurs chez les maternelles. C'est vrai. Tu saurais expliquer pourquoi on est dans ce... Déjà dans le premier degré, de manière générale, c'est-à-dire jusqu'au CM2, on n'est pas beaucoup d'hommes. Dans ce métier, on n'est pas beaucoup d'hommes. On est peut-être 15, 20%. J'en suis même pas sûr. Voilà, moi, il m'arrive d'aller dans des écoles où, quand j'arrive, je suis le seul homme. L'équipe, ce ne sont que des femmes. Voilà. Donc c'est intéressant, mais c'est la réalité. Pourquoi ? Parce que peut-être que c'est encore un métier qui, déjà, qui souffre. Ce n'est pas un métier qui aujourd'hui est très attractif. Voilà, de manière générale, de toute façon. Et puis, il a aussi cette image, je crois. C'est pas pour rien que on parle d'école maternelle, tu vois. L'école, c'est un lieu qui, je crois, historiquement, est presque un prolongement du rôle des femmes dans nos sociétés patriarcales. Voilà, donc c'est un lieu qui est fait pour pas pallier la maternité, mais pour... Il y en a qui disent parfois que l'école elle a cette vocation à remplacer les parents. Non, c'est pas le cas. Par contre, on peut pas nier le fait que effectivement, c'est un endroit qui, au départ, a été pensé pour pouvoir y mettre les enfants, et que les enfants, lorsqu'ils n'étaient pas à l'école, étaient plutôt dans les jupes des mamans. Voilà. Donc c'est un prolongement de cet espace-là, en fait, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, de manière inconsciente, eh bien, le métier souffre encore de cette vision-là. Ensuite, c'est vrai que lorsqu'on va plus haut, dans le second degré, il y a plus d'hommes. Mais c'est aussi parce que, je crois, au-delà de l'intérêt personnel qu'on peut avoir pour certaines matières, eh bien, c'est peut-être socialement plus acceptable d'avoir des hommes sur des niveaux où les élèves se rapprochent de l'âge adulte. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Voilà, plus on est dans l'enfance, et plus on s'attend à voir des femmes, alors que plus les personnes sont grandes, et plus on s'attend à y voir des hommes. Moi, je le perçois comme ça. Je le perçois comme ça. Je sais pas si c'est juste. Non, mais c'est vrai, je m'interrogeais parce que c'est rare les professeurs des écoles chez les maternelles. C'est vrai. Je pense on l'a tous vu un peu dans les écoles. Toi, chez mes filles, il n'y en a aucun, évidemment, chez les matères. Oui. Et il y a 50% d'hommes chez les primaires. Ce qui est déjà beaucoup de ce que je viens de comprendre. On est dans une anomalie représentative. Et chez les maternelles, c'est plus difficile pour toi parce qu'il n'y a pas l'interaction. Évidemment, l'humour, c'est plus compliqué avec les petits. C'est différent. Mais on a souvent cette sensation que à l'école maternelle, c'est de la garderie, ils font rien, ils apprennent rien. Et toi, tu essayes de démontrer via tes réseaux sociaux que non, les tout petits, ils ont plein de choses à apprendre, justement, parce qu'ils découvrent notre monde. Qu'est-ce qui te plaît par rapport à ça dans la transmission ? C'est qu'en fait, c'est un puits de questions, ces enfants. C'est un puits de questions. C'est-à-dire que tu restes 2 minutes dans une classe et t'es assailli de questions. Alors, elles ont plus ou moins de sens pour toi, mais elles ont du sens pour eux, en fait. S'ils te posent des questions, c'est parce que vraiment, ils veulent les réponses, souvent. Et c'est juste amusant. Et en fait, tu peux... les situations d'apprentissage sont là. Voilà. Et ça tombe bien parce que souvent, c'est des questions qui se rapportent à des choses qu'on va retrouver dans les programmes. Donc, c'est trop chouette. Ça, je surkiffe. Je surkiffe. J'ai pas réponse à tout. Loin de là, mais j'aime et j'admire leur curiosité, en fait. Voilà. Je crois que pour tous les enseignants de matin, parfois c'est genre comme pour les parents, il y a des moments où c'est un peu pénible parce que t'as l'impression que t'as déjà donné la réponse, parce que toi tu la connais depuis longtemps, cette réponse, mais pour cet enfant non, c'est nouveau, en fait, tu vois. Donc c'est peut-être ça qui est un peu difficile, de se dire ça peut paraître un peu redondant, tu vois, mais ouais, non, la curiosité, c'est fou de voir à cet âge-là le nombre de questions qu'ils ont. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est parce qu'ils sont en découverte de ce monde. Et ils ont soif, en fait, tout simplement. Encore une fois, t'as pas toujours les réponses. Mais si tu veux des questions, observe les enfants. Peut-être que leurs questions vont devenir les tiennes, en fait. Tu vois, plein de fois, moi, je me suis retrouvé à dire... oui, en fait, non, je sais pas. Mais je suis rentré chez moi, je dis, je vais chercher. C'est une question de fou, ça. T'as un exemple qu'on rigole un peu. Oh, là, je sais pas. J'en ai parlé sur les réseaux. Alors, la réponse, en fait, je l'avais dans un coin de ma tête lointain, mais je suis quand même allé faire des recherches parce que je voulais être sûr de ce que j'allais raconter. Voilà, c'était un remplacement sur une école, dans une école maternelle. Je dis dans,
parce que pareil, lorsque tu es sur les réseaux et que parfois t'as les tournures de phrases et tout, on te reprend. On te reprend parce que toi t'es prof. Attention. C'est ça. Et là, je pense à quelqu'un, je pense que c'est un collègue qui, dans mes premiers réels, j'écrivais souvent où je disais, je suis arrivé sur une école, il me disait non, tu t'arrives pas sur une école, ça n'a aucun sens. Voilà, t'arrives dans une école. Et il a raison. Donc, je suis arrivé dans une école maternelle et l'enfant m'a demandé en fait pourquoi j'étais noir. Ouais. D'ailleurs, c'est pas le mot qu'il a employé, il a employé le mot marron. Ça aussi, c'est intéressant, tu vois, parce que la vision qu'on a, la politisation de certains termes n'est pas du tout la leur, en fait. Eux, ils sont là, et factuellement, t'es pas blanche, en fait. T'as plein de couleurs, et factuellement, je suis pas noir. J'ai aussi différentes couleurs. Mais il me demandait pourquoi est-ce que tout ça était foncé chez moi. Et évidemment, il y a cette question de la mélanine et tout, et je lui ai demandé lui, ce qu'il en pensait, parce que ça aussi, c'est un moyen je crois, d'apprentissage sur soi-même, mais de savoir aussi d'où on part par rapport à l'enfant. Tu me poses cette question, mais probablement que tu as fait des hypothèses. C'est intéressant de savoir tes hypothèses, parce que ça se trouve dans tes hypothèses, il y a une partie de vérité. Si ça se trouve, non, pas du tout. Alors là, en l'occurrence, non, il n'y avait pas de vérité, mais c'était rigolo de l'entendre me dire que à la fin, il me disait que c'était parce que je portais ce prénom, tu vois. Mon prénom a fait que j'étais noir, parce que c'est un prénom de personne marron, tu vois. Voilà, c'était rigolo. Mais non, pas du tout. Il y a une histoire de mélanine, il y a une question d'origine du monde, il y a une question de voyage, et c'était intéressant d'aller chercher ces informations, rechercher ces informations, pour essayer ensuite de les lui donner avec un vocabulaire que lui puisse comprendre, tu vois. Voilà, donc ça fait partie du type de questionnement que les enfants ont parfois, et qui peuvent nous interpeller, tu vois. Et je trouve ça intéressant, en fait, parce que après coup, toi aussi, tu vas chercher et tu vas revenir avec quelque chose qui va lui servir et quelque chose qui t'aura servi. C'est trop cool. Et par exemple, là, tu dis que tu as fait des recherches. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire des recherches ? Parce que je voulais être sûr. Je voulais être sûr de ce que je racontais. Tu sais, la science, elle évolue constamment. Et les vérités d'un jour, il y a 10 ou 15 ans, ne sont pas forcément les mêmes, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres théories qui sont sorties ? Je sais pas. Tu vois, peut-être qu'un jour on nous dira en fait non, c'est pas ça, c'est pas du tout une histoire de mélanine, et j'en sais rien, tu vois. Voilà, en fait je suis noire parce que c'est ça, les extraterrestres peut-être que c'est mon prénom, tu vois, il y a un pouvoir dedans. Donc ouais, okay. je vais être sûr. Mais c'est vrai que les enfants ont tellement de questions, et comme tu dis, il n'y a pas de filtre. Parce que c'est clairement des questions que les adultes ne poseraient pas aujourd'hui, en pensant connaître la réponse sans vraiment l'avoir, ou parce que ça se fait pas, ou parce que peu importe, c'est pas des questions qu'on pose. Et c'est la magie des enfants, quelque part, d'avoir tout le temps, de ne pas avoir de référence, et de prendre l'information telle qu'elle est, telle qu'elle vient. C'est ça. Ton rôle en tant que professeur des écoles, est-ce que c'est aussi d'apprendre aux enfants, enfin même je pense que c'est un rôle principal, à vivre ensemble, parce qu'on parle beaucoup de cette notion de bien vivre ensemble, c'est quelque chose qui est mis en avant, mais concrètement ça veut dire quoi, et on fait comment à l'école pour faire ça ? Pour moi, l'école, c'est déjà un lieu, en fait, où quoi qu'il arrive, on est déjà dans l'expérimentation de vivre ensemble. Parce que tu prends des personnes qui sont différentes et tu les mets dans un endroit ensemble. Voilà, si toi et ta famille et moi et la mienne, on devait vivre dans un endroit ensemble pendant, je sais pas, une semaine, forcément qu'il y aurait des interactions, tu vois. Alors, est-ce qu'on les apprécierait ou pas ? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on serait dans l'expérimentation de ce vivre ensemble. Donc, on est déjà dedans. Maintenant, le truc, c'est de se dire comment on fait pour améliorer la situation et pour qu'elle soit appréciable ou plus appréciable pour tout le monde. C'est là où peut-être que nous, on va intervenir. On va parler des règles, on va parler de savoir-vivre, voilà, des choses qui font parfois écho à la société qui est en dehors, en fait, parce qu'on a tendance aussi souvent à penser l'école comme un lieu qui est à tort fermé, tu vois. Genre, c'est son microcosme. C'est faux. Le bâtiment en lui-même, je veux bien, d'accord. Une fois que les portes sont fermées et qu'il n'y a plus personne dedans, mais en réalité, le lieu est vivant et il a un lien absolument perméable, parce que les personnes qui arrivent dedans sont d'abord imprégnées du monde qui est extérieur à l'école. Et ça, il ne faut pas se leurrer dessus. Il y a des choses qu'on entend parfois qui ne peuvent pas provenir des enfants eux-mêmes, on le sait, parce que c'est pas leur âge, par exemple, et qui viennent de l'extérieur, et qui viennent de l'environnement dans lequel ils évoluent. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est malheureusement, plutôt c'est malheureux, que j'ai l'impression qu'on essaye de fermer les portes de l'école. Parce qu'en fermant les portes de l'école, alors ça veut pas dire qu'il faut tout raconter, évidemment, il y a toujours une espèce de secret professionnel qu'il faut avoir à propos de certaines choses, oui, je suis d'accord, ok. Mais de manière générale, lorsqu'on ferme les portes quelque part, il s'installe un sentiment de méfiance, en fait, qui peut virer à la défiance.
Et c'est ça qu'on veut éviter. L'école, encore une fois, c'est un lieu qui accueille des enfants qui deviendront peut-être élèves, mais qui ne sont pas les nôtres. On nous les a juste confiés pendant quelques heures pour X ou Y raison. Et nous, on essaye d'en prendre soin et de faire en sorte que lorsqu'ils en sortent, eh bien, ils aient cette appréhension un peu plus juste de l'altérité, en fait. On essaye de faire en sorte que... parce qu'il ne faut pas oublier que demain, après-demain, la société dans laquelle on vit, ce sera la leur, en fait. Ils seront aux commandes comme on est aux commandes aujourd'hui. Et on veut faire en sorte que ça se passe le mieux pour tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement ? C'est les expériences de vie, en fait. À chaque fois qu'on va se retrouver avec peut-être une scène qui s'apparente à, je sais pas moi, des choses qu'on n'apprécie pas en fait, de la colère, de l'animosité, non c'est pas ça, mais toutes ces interactions en fait qui ne sont pas souhaitables à l'extérieur de l'école, on va essayer de les prendre, de les traiter et de les décortiquer pour essayer de les expliquer et essayer de faire comprendre qu'il y a des solutions. Parce qu'il ne faut pas non plus nier ce que les gens ressentent. Il ne faut pas non plus essayer de... Comment dire ça ? Des interactions naissent d'autres interactions. Voilà. Là, on est en train de discuter, toi et moi. Mais si ça se trouve, dans un autre contexte, toi et moi, on sera en train de s'insulter, en fait. Parce que j'espère que non, évidemment, tu vois. Mais ça t'est déjà arrivé d'insulter quelqu'un ou de penser quelque chose de négatif à propos d'une personne, tu vois. Ça veut pas dire que foncièrement, cette personne est une personne qui mérite toutes les atrocités du monde. Non, c'est pas ça. Mais du coup, lorsqu'on se retrouve dans ce truc-là, comment est-ce qu'on fait pour quand même continuer à vivre ensemble ? Lorsque tu travailles avec une personne et que c'est ton collègue et que c'est une personne que tu trouves au demeurant exécrable, détestable, comment tu fais pour tous les jours continuer à aller la voir et faire en sorte que vos rapports restent le plus cordiaux possible ? Parce qu'en fait, cet espace, il n'est pas fait juste pour toi, il est fait aussi pour lui ou pour elle. C'est ça en fait qui nous intéresse à l'école. Et le meilleur moyen de réussir à faire ça, c'est de ne pas nier lorsque la situation arrive, de la laisser peut-être se passer en lui donnant un petit cadre et ensuite de revenir dessus, tu vois. Parce que c'est ça l'expérience. Je le disais tout à l'heure, pour moi, dans ma pratique, ça vaut pour tout le monde en fait. Lorsque tu as vécu une situation plusieurs fois, forcément, t'en retires des enseignements. Ça, on le voit, l'exemple sportif est le meilleur. Les gens qui s'entraînent constamment ne progressent pas à pas de géant en fait. Ils progresse à pas de fourmi, j'ai envie de dire. Tous les jours, tu as appris un petit truc, ce qui va faire que le jour de la compétition, en fait, on aura l'impression qu'il y a eu un grand gap. Mais non, ça fait 1 an que tu t'entraînes à faire ces petites choses-là. Maintenant, ça se voit. Mais en fait, c'est pas le travail d'hier, c'est le travail de 365 jours. C'est pour ça que tu as voulu être présent sur les réseaux sociaux avec ton compte pour pouvoir parler de la réalité de l'intérieur d'une classe ou d'une école pour que ce soit pas justement imperméable au monde extérieur. Absolument. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, le compte, je l'ai ouvert pendant la période du confinement, parce que je me rendais compte qu'en échangeant avec les parents au téléphone, en fait, il y avait tout un tas d'informations que je pensais qu'ils avaient et qu'ils n'avaient pas. Et je trouvais ça dommage. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que il y a vraiment certaines choses qui, pour moi, ne méritent pas de n'être pas dites. Voilà. Il faut les dire. Ça concerne vos enfants. Venez, on en parle. Quand je le dis, ça ne veut pas dire que moi j'ai les solutions. Je pars d'un constat et je me dis peut-être que même vous avez des éléments qui vont m'aider dans ma pratique lorsque je serai avec votre enfant plus tard en fait. Voilà. Alors sur le compte, je parle de choses générales parce que je pense que c'est des questions qui touchent tout le monde ou qui interpellent tout le monde, qui intéressent tout le monde ou beaucoup de monde en tout cas. Mais l'enjeu, c'est celui-là. C'est juste ouvrir les portes de l'école. Je veux pas qu'on se dise. Alors moi, peut-être aussi parce que je suis assez assuré aujourd'hui dans ma pratique pour pouvoir me dire. Mais il y a des choses sur lesquelles j'ai pas les solutions en fait. Voilà. Et parfois je les ai, mais ça reste intéressant d'écouter les gens et d'échanger parce que ma pensée peut évoluer en fait. Peut-être que oui, vous avez des éléments encore une fois qui vont m'aider. Peut-être que j'ai des éléments qui vont vous aider. Mais en tout cas, si c'est pour le bien-être de cet enfant à l'école et peut-être plus tard en dehors de l'école dans la société, en fait, on ne perd rien du tout à ne pas en parler. Non, on en parle. Non, on en parle. Voilà, on sera en accord ou en désaccord, mais on aura avancé un tout petit peu, je pense. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans le fait d'être professeur des écoles aujourd'hui ? Franchement, pour moi, il n'y a rien de mieux que lorsque je suis en classe ou dans l'école avec les élèves et les collègues. Voilà, monter des projets, apprendre telle ou telle chose. Encore une fois, me poser des questions pour savoir comment est-ce que lui ou elle, je vais pouvoir lui faire rentrer cette notion dans la tête, alors qu'à la base, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas, tu vois. Voilà, je parlais tout à l'heure des cycles 3, CM1, CM2 avec l'histoire. Souvent,
souvent, je dis bien, c'est pas contre mes collègues historiens, mais c'est une matière qui n'a pas, en élémentaire en tout cas, qui n'a pas beaucoup la cote. Et c'est pas parce qu'elle est pas intéressante, c'est parce que souvent, je crois qu'on ne la rend pas intéressante. Parce que qui peut dire que l'histoire n'est pas intéressante lorsque on s'y connaît un tout petit peu. Oui, bien sûr. C'est ça. Ça nous donne un éclairage sur les temps modernes dans lesquels on vit, en fait. Mais les enfants, ils n'ont pas ce recul-là. Et du coup, il faut rendre la chose dynamique pour mettre de l'intérêt dedans. Et quand on réussit à faire ça, c'est magique. Les enfants reviennent avec des choses qu'on leur a racontées, des faits historiques, ils sont rentrés chez eux, ils sont partis chercher d'autres informations, donc ils reviennent avec des choses plus précises qu'ils vont apporter ensuite à la classe. Il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place, en fait. Et c'est juste trop chouette. C'est trop chouette. Et nous, on est là pour essayer de mettre un cadre. Et quand ça fonctionne, en fait, ça roule tout seul. Fou. Et les élèves se nourrissent les uns des autres. Ah, mais trop bien. Est-ce que moi aussi, maintenant, je peux faire un exposé sur ça parce qu'on l'avait vu la dernière fois et tout. Allez hop, c'est free, bien sûr, vas-y. Et les autres ont envie de faire de même. Et c'est mortel. Et c'est ça que je kiffe, en fait. Le fait d'être dans la classe, à faire vraiment mon métier. Tout ce qui est à côté, j'ai envie de dire, tout ce qui, je trouve, n'est pas mon métier, en fait. Je n'aime pas ça. Parce que c'est pas pour ça, à la base, que j'essaie de faire ce métier. Tout ce qui va rentrer dans l'ordre de l'administratif, voilà, des choses qu'on va nous demander un peu en plus, ou parfois, c'est des choses... dont peut-être je n'ai pas compris l'intérêt, il faut aussi le dire. Voilà. Je n'apprécie pas trop. Je n'apprécie pas trop. Je le fais parce que c'est mon métier, mais je n'aime pas trop. Est-ce que tu as la sensation qu'en étant remplaçante, tu as le temps de mettre en place des projets, tu as le temps de construire quelque chose? Ça, c'est pas un peu frustrant pour toi? Ça l'est. Ça l'est. C'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que oui, je vois beaucoup de monde, je suis dans plein de situations différentes et pour ma réflexion personnelle, c'est trop bien. Mais le côté négatif, c'est celui-là, c'est que t'as pas, ou très rarement, en tout cas, l'occasion de revenir quelque part, voilà, et de mettre en place un projet sur le long terme. C'est la chose qui me manque. Parce que tu peux être remplaçant combien de temps? C'est quoi la durée? Là, cette année, par exemple, ça peut être... c'était, allez, au maximum, j'ai fait 1 semaine pour l'instant. Voilà. Donc, c'est des remplacements qui sont très, très courts. Et ça, c'était lorsqu'il n'y avait pas de formation. Sinon, c'est des choses qui font 1 journée, 2 jours. C'est vraiment très, très bref. Et tu reviens jamais à l'école 2-3 jours? Ça arrive que je revienne, parce que c'est des formations qui sont actées dans un calendrier particulier et on sait que sur l'année, eh bien, il y a de fortes chances que je revienne à un autre moment. Mais bon voilà, à ces moments-là, si on sait que c'est vraiment moi qui vais être là, alors on peut échanger nos coordonnées avec les enseignants et se dire, bah voilà, peut-être que lorsque tu reviendras, tu pourrais bosser sur ci ou sur ça. Mais 90% du temps, c'est pas le cas. C'est un one-shot. C'est un one-shot. Donc toi, tu dois être excellent à H24, quoi. Un peu, c'est ça, non? Ouais, et si je le suis pas, bah, je donne pas mon nom. Comme ça, je sais que personne ne me retrouve. Voilà. Il y a un mec, il est venu une fois, il était prof, on n'est même pas sûr. Je sais pas qui c'était. On sait pas. Voilà. Monsieur M. Non, mais c'est vrai que c'est un exercice particulier parce que t'es pas dans le temps long où tu peux construire quelque chose, où déjà tu dois gagner leur confiance en 2-2. Ouais. J'imagine que jamais à la fin de la journée tu connais tous leurs prénoms. Si t'arrives? Oh, ça dépend. Si. Je crois que tu vois, ça c'est l'expérience qui rentre. Tu vois. Ah ouais, d'accord. On se dit, mais il y a un moment donné, et même moi je suis étonné. Je me dis, ah ouais, si, je m'en souviens. Ce qui se passe parfois, c'est que c'est très rare, mais cette année ça m'est arrivé de revenir sur une école, dans une école, où j'avais été il y a 2 ans. Et en fait, non seulement les élèves se souvenaient de moi, mais moi je me souvenais d'eux. Et c'était pas pour les raisons qu'on pense. C'est pas genre, ça s'est super bien passé, tout ça. Non, ça s'était pas bien passé. Et là, tu dis, mince. Je me dis, mais c'est fou parce que, en fait, ils sont venus me voir et c'était dingue. J'arrive dans la cour et c'est pas bien ce que je vais dire parce que les gens vont dire, mais il se la raconte, lui. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire, je suis arrivé dans la cour et les élèves se sont mis à crier. Genre, c'est monsieur, je t'aime pas mon nom de famille, mais ils ont crié mon nom de famille et ensuite ils sont venus autour de moi, il y en a qui m'ont pris dans leurs bras, tout ça, et j'étais là, genre... Mais ça s'est mal passé, les gars, pourquoi vous venez voir? Mais oui, mais c'est qu'en fait, ma notion du mal passé n'est pas la leur. Ah. C'est que je me souviens, c'était une classe qui était déstructurée, en fait, tu vois, et malheureusement pour moi, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas faire, eh bien, j'ai dû axer une bonne partie de... J'avais été un peu plus longtemps à ce moment-là, j'avais été... 1 semaine, je crois, justement. J'avais dû axer les premiers moments sur la discipline, en fait, tu vois. Revenir sur quelques règles de base. Quand on veut parler dans le collectif, on lève le doigt.
Si tu lèves pas le doigt, je ne t'écoute pas. C'est pas contre toi, mais les règles, elles sont faites pour tout le monde, en fait. Parce que si tout le monde fait exactement comme toi, on ne s'entend pas, c'est pas possible. Donc des choses comme ça que je n'aime pas faire, que j'ai dû faire. Et pour moi, c'était pénible. Donc j'en ai gardé un souvenir mitigé. Mais pour eux, c'était cool. C'était cool. Ils ont passé un bon moment. Ils se souvenaient de ce qu'on avait fait, tout ça. Et je reviens et ils se mettent à crier mon nom à 8h30 dans la cour. Les autres profs qui me regardent un peu bizarrement, genre, c'est qui lui? On l'a jamais vu sur l'école parce que l'effectif, il a changé entre temps, tu vois. Et c'était fou. C'était fou. C'était fou. Ouais. Super souvenir. T'es confronté quand même en n'étant pas de manière longue avec les élèves, à des situations difficiles. Évidemment, il y a le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Ouais. Comment toi, tu gères, sachant que tu les as pas longtemps, justement, et que tu connais pas toutes les histoires qu'il y a eu entre... C'est délicat. J'essaye de faire sur le moment avec les informations que j'ai. Lorsque j'ai l'occasion d'aller voir les autres enseignants, je le fais parce que ils ont plus d'informations que moi. Que ce soit sur le ou les enfants en question, que ce soit sur le contexte familial, parce qu'il peut y avoir des choses qui relèvent de ça aussi. Je n'hésite pas en fait à aller piocher les informations aux endroits où je pourrais les trouver, mais ce qui m'intéresse moi c'est le temps présent. Tu disais tout à l'heure par rapport au projet sur le long terme et tout, moi je prends les remplacements tels qu'ils arrivent comme si c'était finalement des mini années scolaires. C'est-à-dire que si je suis là pendant une semaine, sur les 36 semaines de l'année, pour moi, mon année scolaire, elle commence lundi, elle se termine vendredi avec vous. On va faire le max pour que ça se passe bien. Voilà. Donc, comment dire ça, je vais chercher juste le maximum d'informations, mais je vais aussi rester sur le temps présent. Qu'est-ce que moi je peux faire à cet instant-là pour essayer de solutionner la situation? Et pour ça, il n'y a pas 50 000 secrets, c'est la bienveillance, j'allais dire, mais la bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de donner un exemple concret. Un élève me dit que, je sais pas, c'est un truc peut-être que j'ai déjà raconté ou je raconte autre part, mais un élève me laisse comprendre que, je vais donner un exemple. Un élève fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Et je lui dis, écoute, fais gaffe, parce que si tu continues ce soir, tes parents, s'ils me posent la question, je vais sûrement leur dire la vérité, à savoir ce que tu as fait. Parce que ça aussi, ça arrive. Les parents viennent te voir le soir et te disent, comment s'est comporté mon enfant, comment s'est passée la journée. Je suis pas un menteur, hein. Je vais pas mentir pour toi, je vais dire la vérité. Donc voilà. Il me dit, oh non, il faut pas. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que sinon, je vais être privé de je sais pas moi, de judo. Je lui dis, ok, d'accord. Donc là, en fait, tu sais que t'as fait quelque chose que tu devais pas faire, ok? Mais tu me proposes, en fait, de te couvrir. Pour que toi, tu puisses profiter d'un truc que tu trouves cool. Alors que ce que tu viens de faire n'était pas cool. Que ce soit pour moi, ou pour toi, ou pour les autres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on réfléchit. À cet instant-là, si jamais je devais rencontrer tes parents, malheureusement, ta séance, elle saute. Hein. Parce qu'encore une fois, je suis pas un menteur. Mais peut-être qu'à partir de cet instant-là, qu'on s'est dit les choses, tu vois, eh bien, si tu fais ce que tu as à faire, tu le fais correctement, en fait, ce que je vais dire à tes parents va changer aussi. Parce que je serai dans une autre vérité que tu auras mise en place. Viens, on va dans cette direction-là, comme ça, si jamais on me pose la question, je n'aurai pas à mentir, je dirai cette vérité-là parce qu'elle sera plus immédiate. Voilà, c'est des choses comme ça que moi j'essaie de mettre en place. Alors, on n'est pas sur le harcèlement, tu vois, mais j'allais dire quelque part, c'est pareil. Lorsque tu te retrouves dans des situations qui ressemblent à du harcèlement, parce que le harcèlement, tu sais, c'est un terme qui est revenu peut-être à la mode aujourd'hui, mais lorsqu'on en parle, on est souvent pas d'accord sur la définition. Je sais pas si je te pose la question, ce que c'est que le harcèlement, qu'est-ce que toi tu me dirais? Quand il y a un effet de groupe face à un individu qui est exclu et qui est en souffrance. Soit. Dans la sphère de l'école, ouais. Tu vois, là, c'est bien parce que tu me dis sphère de l'école. C'est-à-dire, toi, tu parles du harcèlement scolaire. Si jamais on devait l'écrire, il y aurait l'adjectif scolaire à côté. Pourtant, le harcèlement, c'est le mot le plus important. Et il n'est pas que scolaire. Et non, parce qu'il est en dehors de l'école. Pour les plus grands aussi. Via les téléphones. Via les téléphones, tout ça. Mais pareil, tu restes sur le domaine de la jeunesse et quelque part du scolaire. Mais le harcèlement, on le retrouve partout. Bien sûr. On le retrouve partout. Je te dis ça, moi, j'ai lu des études qui disaient que 20% des profs étaient harcelés. Par les parents? Par des profs. Par d'autres profs. Par d'autres profs. Et oui. Donc voilà, c'est un truc qui est sociétal. Et du coup, pour trouver des solutions, en réalité, il faudrait mettre tout le monde autour de la table. Mais il n'y a pas, je crois. Sauf que là, t'es seul.
là, t'es seul. Donc, qu'est-ce que tu fais? Le harcèlement, si jamais on devait définir, moi, j'ai une définition, c'est la répétition de propos ou de comportements ayant pour but ou effet la dégradation des conditions de vie d'une victime. Il y a des mots qui sont importants dedans. Voilà, c'est l'aspect répétitif. Parce que si jamais il n'y a pas répétition, ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Ça veut juste dire que c'est pas du harcèlement. Il faut qu'il y ait répétition. Ça peut être des propos ou des comportements. Ça veut dire des gestes ou des paroles. Tu parlais tout à l'heure du harcèlement sur les réseaux. Le cyberharcèlement, c'est des paroles qui vont avoir, pour effet ou pour but. Ça, c'est intéressant parce que si jamais c'est un but, c'est quelque chose qui était visé en fait. Alors que si c'est un effet, c'est quelque chose qu'on ne voulait peut-être pas. Et des personnes qui malheureusement vont jeter d'autres personnes dans une situation de harcèlement sans l'avoir voulu, il y en a aussi. Et lorsqu'on est conscient du fait qu'on peut mettre une situation de harcèlement sur une personne sans l'avoir voulu, eh bien en fait on se rend compte que peut-être on peut faire partie du problème soi-même. Voilà, et que ça dépasse le cadre de l'école, ça dépasse même au sein de l'école juste le cadre des élèves. Les enseignants qui font partie de la communauté éducative peuvent être des éléments de ce harcèlement. Et il faut le reconnaître aussi, tu vois. Et j'ai pas l'impression que ce soit fait tout le temps. Là, je ne jette pas la pierre à mes collègues, je dis juste au niveau de la conscience qu'on a, de l'effet qu'on a dans le groupe scolaire, il y a eu un cas d'une professeure condamnée pour une élève qui s'est suicidée. Oui. Donc on le sait que ça peut arriver. On sait que ça arrive, malheureusement. Mais ça reste, bien sûr, heureusement, bien sûr. Ou malheureusement, très très rare. Je sais pas, parce que est-ce qu'on a tous les cas en fait où ça se passe? Je ne sais pas. En tout cas, lorsqu'on a cette définition-là en tête et qu'on arrive dans certaines situations, à l'instant T, moi, ce que je peux me dire, c'est est-ce que ça ressemble à la définition que j'ai en tête? Oui, parce que je te parlais de ça, c'est que tu sais pas l'historique, s'il y a eu répétition ou pas, si ça fait des mois que ça dure. C'est vrai. Donc tu arrives à l'instant T. J'arrive à l'instant T, mais parfois sur l'instant T, des choses peuvent faire penser que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. J'étais sur un événement il n'y a pas très longtemps et je racontais cette histoire d'un enfant qui, au moment... D'ailleurs, cette histoire, je l'ai racontée sur les réseaux. Cet enfant, je l'ai nommé Jacques, en disant que j'arrive dans la classe et on se présente, tout ça. Et puis, je demande aux élèves de se présenter. Moi, j'aime bien faire ça. Pourquoi? Parce que leurs prénoms sont les leurs, en fait, et ils vont les prononcer mieux que moi. J'ai toujours une liste, mais la liste, même si elle me donne les prénoms, en fait, elle me dit pas qui sont les enfants. Donc je vais vous appeler, vous allez me dire présent, je vais pas forcément bien l'enregistrer. Là tu me donnes ton prénom, tu t'appelles Clémentine, je vois ton visage, je l'entends avec ta voix, tu l'as bien prononcé, je vais essayer de répéter correctement. Je trouve que c'est mieux. Et puis tout de suite on est dans une interaction en fait. Voilà. Donc je fais ça et puis on fait notre petit tour et tout. Il y a un moment donné où ça arrive, le tour d'un autre élève arrive et cet élève-là il a pas de temps de se présenter, que d'autres élèves prennent son temps de parole pour le présenter à sa place. Alors eux n'ont pas de mauvaises intentions, hein. C'est gentil de leur part. Parce qu'ils veulent me prévenir en fait. Oh, attention, lui, c'est un élève qui fait souvent des bêtises. Je mets le mot entre guillemets parce que c'est pas un mot que j'affectionne particulièrement. Lui fait souvent des bêtises, maître. Quand t'es pas là, la maîtresse, elle le punit. Parfois, il se retrouve dans une autre classe. Il fait souvent des choses qu'il doit pas faire, tout ça. Donc, ils me disent ça. Et c'est gentil dans leur bouche, tu vois. Mais ils ont pas respecté la consigne. Ils viennent de prendre la parole à la place de leurs collègues. Là, la question que je me pose, c'est pour qu'ils se permettent de faire ça aujourd'hui, là, devant moi, alors que moi, je suis un nouveau prof. Est-ce que ça s'est pas déjà produit, ça? Forcément, c'est déjà produit. Parce que t'es pas en confiance comme ça, sinon. Tu vois? Donc, l'élément répétitif, en fait, je l'ai déjà. Est-ce que les conditions de vie de l'élève, elles sont dégradées? C'est sûr et certain. Quand t'es là et que tu peux même pas te présenter toi-même, excuse-moi, t'es pas dans les mêmes conditions que les autres élèves. Alors, c'est des toutes petites choses, tu vois. Mais c'est l'expérience qui fait qu'au bout d'un moment, t'arrives à les voir. C'est ça. Et donc, tu te dis, mais comment est-ce que tu vas faire en sorte de... En fait, il est déshumanisé, là. C'est ça, quelque part. On lui donne pas ce que les autres ont, tu vois. Et du coup, peut-être que les autres portent ce regard sur lui en disant mais ouais, de toute façon, tu fais plein de bêtises, t'es toujours puni de toute façon. Ouais, non, moi je traîne pas avec toi parce que je sais que sinon je vais être dans la galère à cause de toi. Waouh, est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que c'est à force de... Et puis même cet élève, tu vois, il se dit mais finalement, si c'est le rôle qu'on attend de moi, mais je vais le remplir. Je vais le remplir. Je vais faire une bêtise et je vais être puni et tout le monde va être content. Chacun sa place, c'est cool. Waouh. Ok. Et moi, je fais quoi, moi, du coup? Je fais quoi avec ça? Ces informations? Non. Généralement, je propose de recommencer la journée, de repartir à zéro avec un petit speech disant, voilà, j'essaie de remettre tout le monde à sa place. On dit, ce que vous avez fait là, c'est pas chouette, hein. C'était pas la consigne. Chacun devait se présenter. Lui, il n'a pas eu le temps de se présenter ou elle n'a pas eu le temps de se présenter. On va recommencer. Et on fait comme si rien ne s'était passé. Parce que je le connais pas, en fait. Je suis pas la maîtresse. J'étais pas là. Pour l'instant, il s'est rien passé avec moi. Finalement, on se donne une chance, en fait. Voilà. Ouais. C'est important, je crois.
Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça veut dire que tu construis sur un temps tellement court que tu dois mettre en place toutes tes meilleures cartes C'est ça. pour les mettre dans des conditions où ils peuvent te parler. Est-ce que, justement, en étant prof, vous êtes confronté à la misère sociale, à la violence qui vient de l'extérieur de la maison, de l'école, justement, qui vient parfois de la maison? Est-ce que parce que tu vas passer de manière éphémère, les élèves ils vont plus se confier à toi, ils vont venir plus te dire des choses parce qu'ils savent que tu vas repartir et que du coup, c'est plus facile? Waouh, c'est la première fois qu'on pose cette question, c'est une très très bonne question. Parce que des choses, effectivement, j'en entends. Et ça pourrait être une des raisons. Ouais, je ne sais pas. Il faudrait attendre que un des élèves que j'ai eu soit en âge de me retrouver peut-être sur les réseaux et de s'exprimer sur la question. Dire, je sais que je lui ai parlé parce que justement j'avais conscience de... Je n'en sais rien. Peut-être de manière inconsciente, ouais. Ça peut arriver. Mais tu sens que les élèves, ils se confient? Ah oui, ils me racontent plein de choses. Ouais. Parce que tu en as parlé il n'y a pas longtemps de cette, sur les réseaux sociaux, de cette posture protectrice que vous devez avoir. Ouais. Vous, en tant que professeur, d'ailleurs c'est votre rôle, hein, vous devez signaler quand il y a des problèmes. C'est pas toujours fait, c'est pas toujours simple. D'accord. Le système n'est pas non plus hyper pratique pour vous, mais c'est votre rôle, et ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que vous devez signaler quand il y a violence à la maison, quand il y a abus, quand il y a peu importe ce que c'est. Ça t'est déjà arrivé plusieurs fois dans ta carrière de devoir faire d'aller loin et de devoir faire ça pour protéger un enfant? Ça m'est déjà arrivé, mais pas beaucoup, et je sais pas si c'est une bonne chose, parce que lorsqu'on regarde les chiffres, apparemment près de, je sais plus, mais je crois que c'est 2 à 3 enfants par classe qui sont... Je crois que c'est 5. 5, tu vois, qui sont victimes d'abus réguliers dans le cadre familial, tu vois, proche. Et c'est même abus sexuel. Donc c'est... Tu vois, sur une classe de 25, on dit qu'il y aurait 5 enfants. C'est énorme. Qui vivraient des situations d'abus sexuels à la maison. C'est énorme. Et moi, je sais que chaque année, j'en ai pas fait 5. Oui. Donc je suis passé à côté de quoi? Est-ce que j'ai eu les promos où il y en avait moins? Ça m'étonnerait, parce que les promos sont ce qu'elles sont. C'est juste qu'on n'est pas outillé pour déceler les signes tout le temps, tu vois. On n'est pas outillé pour accueillir la parole, tu vois. Et dans la formation des enseignants, peut-être il manque ça. C'est facile à dire, je sais. De dire, oui, voilà, on a remarqué ça sur le terrain. Il faudrait nous former sur ça. Comment on vous forme sur ça? Je ne sais pas. Là, vous n'êtes pas assistant social, en fait. Enfin, voilà, c'est aussi pas votre métier. C'est pas notre métier. Donc, on a besoin de ces personnes ressources, c'est sûr et certain. Et tu vois, en élémentaire, là où, en tout cas, je travaille, on n'a pas d'assistante sociale dans le premier degré. Il y en a au collège, il y en a au lycée. Mais ça ne veut pas dire qu'en élémentaire, il ne se passe rien. Au contraire, tu vois. Et si peut-être on en avait en élémentaire, eh bien, en fait, on arrêterait certains processus. Parce que lorsque tu es au collège ou au lycée et que tu as été habitué à certains abus, l'être humain, je pense qu'il s'habitue malheureusement à tout. Il a une force de résilience qui est folle. Et chez les enfants, encore plus. Lorsque tu es habitué, ça devient ta normalité. Jusqu'à ce qu'on te fasse vraiment comprendre que c'est pas normal. Mais peut-être que parfois, tu arrives à un âge où il est trop tard pour qu'on te dise c'est pas normal. Tu dis bon, c'est passé. Ça veut pas dire que tu n'avais pas conscience que c'était pas terrible. Mais on t'a tellement habitué à rester dans le silence que ton secret, tu le gardes. Et peut-être que tu le vis, probablement d'ailleurs, tu le vis très très mal, mais tu ne sais plus comment le raconter en fait. Voilà. Et puis parfois aussi, on va te dire, si c'était vrai, tu l'aurais dit avant. Tu l'as pas dit avant. Donc est-ce que c'est vrai finalement? Waouh, c'est terrible. Donc non, il nous manque quelque chose, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je sais pas, à part les assistantes sociales, auprès de qui on peut trouver ces ressources-là, mais il nous manque quelque chose. C'est sûr et certain. Parce que oui, j'en ai fait quelques-uns, mais pas à la hauteur de ce que tu penses est le phénomène. Ouais. Parce que c'est important aussi que les enfants sachent qu'à l'école, ils sont protégés. Absolument. Par les adultes. Absolument. Est-ce que tu as la sensation que c'est possible avec les moyens que vous avez? Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour dire vous faites bien ou mal. On sait que quand on est dans votre situation, il n'y a rien de plus difficile. Je pense qu'au niveau institutionnel, ça va paraître comme une critique, mais c'est plutôt un état de fait. Et je crois que je ne suis pas le seul à le reconnaître, même au niveau de l'institution. Je pense qu'on n'est pas... Non, encore une fois, il nous manque beaucoup de choses. Mais au niveau de l'humain, au niveau de l'empathie, je pense que beaucoup vraiment font juste ce qu'ils peuvent en fait. Voilà. C'est-à-dire que lorsque, enfin moi en tout cas, quand j'entends qu'un élève me rapporte un secret, ou ce qui ressemble à un secret, quelque chose que je sais que je ne peux pas raconter
à ses autres camarades, par exemple, voilà, mais que je vais devoir signaler, parler à la direction, par exemple, sur l'instant, évidemment, je suis pris d'empathie. Sur l'instant, je vais rassurer. Sur l'instant, je vais dire que je crois, parce que c'est important de dire aux victimes qu'on les croit. Quand bien même, on aurait le doute, en fait, de se dire, mais si ça se trouve, c'est pas totalement la vérité. Ok, d'accord. Peut-être aussi que c'était du hameçonnage. Le petit t'a dit un tout petit truc aujourd'hui, pour savoir juste ce qu'il en était, tu vois. Est-ce qu'il est dans mon camp, lui? Est-ce qu'il me croit ou pas? Ok, il reviendra peut-être plus tard pour te dire autre chose, et ce sera cette fois-ci la vérité. Donc sois prêt, en fait. Et à tout moment, pour que ce moment-là arrive, il faut déjà que dans les prémices, tu lui fasses comprendre que tu es de son côté, que tu le crois. Les enfants, alors parfois, ils affabulent un peu. Parfois, ils exagèrent un peu, c'est vrai, mais c'est leur réalité. Mais parfois, ils sont dans le concret. Et parfois, cette manière de raconter en exagérant est une manière, en fait, d'adoucir une réalité qui est beaucoup plus terrible que ce qu'on imagine. Donc, je crois qu'il faut toujours croire, parce que c'est comme les légendes, hein, il y a peut-être une petite part de vérité. Ouais. Ouais. Comment tu fais pour te protéger? Parce que vous avez affaire à un public, c'est des enfants, ça touche forcément. Enfin, il y a un moment, tu peux pas sortir indemne de voir un enfant qui est en souffrance, qui peut-être arrive à la maison, il a pas mangé depuis 24 heures, à part à la cantine, où il y a de la violence à la maison. Comment tu fais pour pas avoir envie de sauver tous les enfants que tu vois en détresse? Je crois que j'ai envie de les sauver, hein. C'est juste que je peux pas. C'est juste que je peux pas. Parce que je reste un être humain et qu'au bout d'un moment, mes besoins physiologiques aussi font leur taf, tu vois. C'est-à-dire quand t'es épuisé émotionnellement, tu tombes de fatigue, juste. Tu vois, et tu peux rien faire. Ça veut pas dire que lorsque tu vas te réveiller à nouveau, ces choses ne vont pas t'assaillir. Si, elles vont revenir. Et puis tu vas retourner dans l'école, et à chaque pas que tu fais qui te rapproche de cette salle de classe, tu sais que tu vas voir le visage de cet enfant en te demandant, mais est-ce que finalement aujourd'hui, dans quel état je vais le retrouver, tu vois? Est-ce que ça n'a pas recommencé ou... Mais si, ça te marque. Mais tu n'as pas d'autre choix, paradoxalement, que pour revenir, en fait, il faut que tu partes. C'est bizarre, ce que je dis. C'est-à-dire que tu es obligé de sortir de l'instant pour pouvoir mieux revenir. Si jamais tu restes tout le temps dans la... en fait, toi aussi, tu tombes. Juste, et t'es plus d'une aide pour personne. Voilà. Mais moi je sais que c'est bizarre à dire, parce que c'est un métier où finalement on ramène beaucoup de choses avec soi, en fait. Lorsque les enfants, les familles parfois nous confient des choses qu'on a observées, à 16h30 on n'a pas oublié, hein. Tu rentres chez toi, tu les as. Pendant que tu corriges les copies, tu prépares la classe, tu les as aussi. Et toute cette fatigue mentale, toute cette charge mentale qui est la même, hein, pour chaque enseignant, n'est pas forcément mise en lumière pour les autres. Et ça ne veut pas dire que les autres qui ne sont pas enseignants n'ont pas leur propre charge mentale. À chaque métier sa charge, tu vois. Mais celle-ci est particulière, c'est vrai, parce que c'est de l'humain. Je comparais ça peut-être avec les médecins, comme tu as dit tout à l'heure, avec les infirmiers, avec toutes les personnes qui travaillent dans l'humain, les psychologues, tout ça, parce que je crois pas que tu puisses totalement te détacher, en fait, à chaque fois que tu entends, parce qu'en plus c'est pas juste une histoire que tu as entendue avec une voix, il y a un physique, il y a, tu vois, t'es marqué, il y a un timbre, ouais, c'est ça, il y a des mots précis, et tu peux pas oublier, mais parce que ça, j'ai la sensation que c'est absolument pas quelque chose auquel on vous prépare. Ah non, c'est parce sûr. que c'est vrai que c'est très beau votre métier. Oui. Vous donnez des connaissances, vous armez un peu nos enfants pour qu'ils affrontent ce monde et qu'ils trouvent leur voie aussi, hein, quelque part. L'école, ça permet ça quand c'est bien fait. Mais en fait, la réalité du terrain, c'est pas tout à fait ça. Il y a des histoires, il y a de la souffrance, il y a... comme tu dis, quand tu es face à un public où tu sais que ce soit toi ou un autre maître ou une autre maîtresse, ça changera pas grand-chose à leur trajectoire de vie. Il y en a d'autres. Tu sais que tu peux changer leur vie. Ouais. Ça t'a frappé la première fois que tu en as pris conscience, ou tu le savais en allant dans ce métier? Lorsque je suis rentré dans le métier, je me suis dit éventuellement il y a cette possibilité-là. Tu sais, il y a plein de... Je pense qu'on a tous nos raisons d'entrer dans le métier, et moi je ne me leurre pas, hein, tu sais, lorsqu'on me pose la question et tout, voilà, comment tu te positionnes et tout, mais je sais que je suis un homme dans ce métier où il y a beaucoup plus de femmes. Je sais aussi que je suis relativement jeune dans un métier où je crois que beaucoup de personnes sont un tout petit peu plus âgées que moi, et que je ressemble à ce à quoi je ressemble aussi. Je ne me leurre pas, et que je sais que pour moi c'est pas important à chaque instant,
mais que parfois tu vois que dans les yeux ou dans les paroles de certains, ça l'est. Tu représentes quelque chose pour eux. Absolument, absolument. À tort ou à raison, hein, parce que, encore une fois, à chaque position, ça charge. Parfois, on fait comprendre que j'ai un rôle. Mais oui, on voudrait te donner du militantisme auquel t'as pas... C'est ça. Et moi, je suis pas outillé pour, ou c'est pas le moment, c'est pas, tu vois. Voilà, c'est pas parce que juste je suis là et que ça va fonctionner. Non. Mais parfois, ça arrive aussi et effectivement, tu vois dans les paroles des enfants que ça a du sens. Quand on te dit que t'es le premier prof noir qu'ils ont, tu vois. Prof marron, ça dépend, l'âge. Parce qu'encore une fois, il y a cette imprégnation un peu politique, tu vois, de savoir comment on se positionne ou comment on a appris ça. Mais parfois, on me dit, ouais, j'ai jamais eu de prof homme. Déjà. Voilà, déjà. Et j'ai jamais vu de prof noir. Voilà, ça arrive. Et quand ça vient d'un petit qui, quelque part, te ressemble, tu te dis, peut-être que c'est pas si anodin que ça, tu vois. Voilà. Donc j'en fais pas tout un foin, mais l'information, je l'ai en fait. Et je peux pas faire comme si c'était rien. Non, tu me l'as dit. Ça voulait pas rien dire pour toi, probablement. Voilà. Ça, t'avais pas conscience au départ, du coup. J'avais pas forcément conscience. C'est quelque chose que j'imaginais, mais en même temps, voilà, moi, je suis en Ile-de-France. La mixité, elle est plus ou moins là, quand même, tu vois. Donc tu dis peut-être qu'en fait, non, tu fantasmes, parce que ça va, quelque part. Maintenant, il y a des coins où... Non, la mixité, elle n'est pas aussi forte qu'elle peut l'être ici. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Et du coup, pareil dans la mixité des profs. Absolument. Absolument. Même si... si, même il y a de plus en plus de parcours un peu différents aujourd'hui. Oui, mais... On n'est pas obligé d'avoir été fils ou fille de professeur pour devenir professeur des écoles. Non, bien au contraire. Moi, les enseignants que je rencontre... alors oui, encore une fois, il y en a, hein, si, c'était tracé quelque part. Voilà. Est-ce qu'ils feront ça toute leur vie ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a aussi un moment où tu peux te détacher. C'est ça, j'écoutais un de tes derniers podcasts où vous parliez de la construction... adulte en fait, et de savoir comment l'adolescent, parfois, pas tout le temps, se construisait en contradiction avec ses parents. J'ai bien pu comprendre que toi, c'était pas ton cas, t'avais pas fait de crise d'adolescence, tout ça, voilà, mais il y en a certains qui la font, ils sont en opposition. Donc je ne sais pas si ces professeurs qui ont eu ces trajectoires plutôt linéaires vont le faire toute leur vie, ou à un moment donné ils vont dire mais non, pourquoi est-ce que moi je fais ça en fait, ça se trouve je peux faire autre chose. Ça arrive, mais beaucoup d'enseignants que je rencontre viennent d'autres mondes en fait. Ouais. Et c'est plus riche, c'est mieux. C'est beaucoup plus riche. Personnellement, je trouve que c'est mieux. Ah bah oui, tout ce que j'ai fait avant m'a servi pour aujourd'hui. Et me sert pour aujourd'hui. Ah, oui. On va terminer l'entretien. Je me dis, si tu devais parler à quelqu'un qui voudrait devenir professeur des écoles ou qui débute juste sa carrière, qu'est-ce que tu dirais à cette personne ? Je dirais fais gaffe. Fais gaffe parce que le métier est beau, mais il ne ressemble sûrement pas à ce à quoi tu t'attends. Ouais. Je sais pas si quelqu'un d'autre te l'a dit, je sais pas si on te le redira, mais c'est sûr et certain que tu vas en faire l'expérience. Et j'ai pas envie de te mentir. Ce métier est beau, mais c'est peut-être pas pour les raisons pour lesquelles tu entres dans le métier. Donc fais gaffe, parce que tu vas peut-être avoir certaines désillusions. Mais au contraire, tu risques aussi d'avoir des moments magiques qui vont te faire reconsidérer les raisons pour lesquelles tu es entré dans ce métier. C'est juste, il faut être sûr que t'es prêt à t'adapter en fait. Parce que les raisons pour lesquelles je suis rentré dans ce métier ne ressemblent pas aux raisons pour lesquelles je le fais aujourd'hui. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup. Donc ouais, fais gaffe. Tu vas avoir un choc. Ah si, j'ai quand même une dernière question. Oui. Est-ce que les parents d'élèves sont chiants ? Avec moi, pas trop. Avec moi, pas trop. Tu diras, c'est du politique, parce que si jamais je dis le contraire, si j'arrive pour un remplacement, on va les parents vont dire, ah ouais, nous on est relou, mais tu vas voir. Donc, c'est de la politique ce que je fais là. Non, les parents m'ont toujours bien accueilli, et j'espère que ça continuera comme ça. Voilà. Une extrême minorité parfois, cependant, me fait comprendre qu'ils sont pas très contents. Pas forcément de moi, mais du système scolaire, voilà. Et donc tu portes tout sur tes épaules. C'est ça, parce que lorsque t'es prof, t'es sur le terrain en fait, tu vois, et t'es représentant de cette institution. Vous êtes l'éducation nationale. Exactement. Et parfois, on te remercie, alors que c'est l'institution qu'on voudrait remercier, et parfois,
on te finit, parce que c'est l'institution qu'on voudrait piétiner. Et ces moments-là ne sont pas agréables. Ça m'a déjà arrivé d'être là et d'écouter des doléances et tout en me disant mais c'est pas de ma faute. J'étais pas là, c'est pas moi. Oui, mais c'est parce que voilà, et c'est passé ci, et l'année dernière, mais j'étais pas là. Ok, j'écoute. Ok, d'accord. Ben, je vais essayer de faire remonter et je vais prendre en compte. Mais parfois, j'ai pas de pouvoir. Hein. Il faut le savoir, ça. Parce qu'on caricature un peu les parents d'élèves dans les années 2020, on va dire, comme des parents hyper intrusifs qui contestent tout le temps l'autorité du professeur des écoles, la maîtresse ou le maître, qui va dire à tout va que mon enfant est HPI ou un TDA. Bon, c'est très grossier, je caricature évidemment. Ouais. Est-ce que on a exagéré le personnage de ce parent-là ou est-ce que c'est une réalité aujourd'hui Oh, ce parent, il existe. Hein. Il est pas tous les parents, loin de là, mais ce parent, il existe. Ah oui, c'est sûr. Oui, moi j'ai déjà... oui. Tu sais, je pense à des exemples. Là, j'en ai un qui me revient. Parent très gentil, hein. Parent très gentil, qui vient me voir, j'étais avec une classe CM2 et tout, qui me demande en fait d'écrire une lettre de motivation pour son enfant qui va postuler pour une école privée. Tu vois, voilà, il faut absolument écrire, s'il vous plaît, que en gros ça se passe super bien et que c'est un élève modèle, voilà, parce qu'il est en concurrence avec d'autres élèves, il n'y a pas beaucoup de place, tout ça et tout. Et moi je suis là et je me dis mais bon, c'est pas mon taf. Parce que je suis là, on fait ce qu'on a à faire en classe, hein, et les cahiers sont là aussi, il y a les évaluations qu'on fait ensemble, il y a le livret scolaire, normalement ça suffit. Et puis surtout, en fait non, l'élève, non, il n'est pas comme vous pensez, votre enfant, en classe, quand il est avec moi. Donc si j'écris ce courrier, je vais me mentir, et je suis pas un menteur. Donc c'est délicat de parfois de dire aux parents, attention, hein, le regard que vous posez sur votre enfant, lorsqu'il est à l'école, c'est pas du tout le même regard qu'on pose sur lui. Hein. Voilà. Donc bon, mais c'est extrêmement délicat parce qu'on a l'impression que quelque part c'est vrai. Hein, les enfants, ça reste des enfants. Voilà. Mais au bout d'un moment, ils perçoivent aussi qu'ils ne sont pas dans le même espace avec les mêmes personnes. Et ils en jouent. Ils sont malins. Très malins. Très malin, beaucoup plus malin que nous. Ah oui, il y en a sur le long d'une année, on se fait berner, je sais pas combien de fois. Hein. Ah oui. Mais ça commence sur tout. Enfin, je sais pas. Ça peut être le comportement général, mais ça peut être aussi sur les apprentissages. Un élève va te faire croire que, en fait, il a une posture absolument, je veux dire, modèle. J'ai envie de te dire, tu vois. Et tu dis, mais alors lui, c'est sûr et certain, c'est un des élèves sur lesquels je vais pouvoir compter. Et en fait, quand t'en parles avec les collègues, ils te disent, fais quand même attention. Parce que il m'a fait le coup l'année dernière, mais en fait, c'est un fourbe de fou. Et tu vas observer, tu vois, délicatement. Et c'est important de te faire ton propre avis. Mais voilà, t'as ces cas de figure, en fait, où juste les élèves, ils savent. Ils savent parfois comment te prendre. Ils savent aussi comment parfois prendre leurs parents. Et ils en jouent. Et il faut pas l'oublier. Donc, oui, ce parent, il existe. Il existe. C'est pas tous les parents loin de là, mais il existe. Et je ne stigmatise pas du tout les enfants qui ont vraiment un TDA ou qui sont HPI et qui ont besoin d'accompagnement. Mais c'est vrai qu'on a caricaturé ces parents-là un peu intrusifs et qui vous contestent. Mais on en parlait juste avant de commencer le podcast que quand tu discutes avec des collègues plus anciens, ils te disent pas c'est mieux, c'est moins bien. C'est juste que c'est complètement différent aujourd'hui le métier et les parents à qui vous avez affaire et les enfants que vous avez aussi aujourd'hui sont différents. Les enjeux sont différents. Absolument. Il y a et la beaucoup de choses qui ont bougé. Beaucoup de choses qui ont bougé. Parce que c'est pour le meilleur ou pour le pire. On ne saura pas maintenant, en tout cas, mais oui, c'est différent. En tout cas, les collègues ne me disent pas que c'est pire. Mais parfois, ils nous laissent comprendre quand même que c'était pas si mal avant. Je sais pas si c'est pour pas nous décourager, tu vois. C'est quand même. Ils prennent des pincettes un peu. C'est ça. Ils sont généralement bienveillants. Enfin, c'est comme partout. Il y en a qui sont bienveillants, il y en a qui le sont un peu moins. Il y en a qui sont patients, il y en a qui sont agacés. C'est un métier où il y a de l'humain en fait. Et au bout d'un moment, même si on se veut professionnel, le plus possible en tout cas, l'humain refait surface en fait. Et on peut pas lutter contre ça, je crois. Il faut juste pouvoir l'accepter, que ce soit au niveau des collègues, mais aussi au niveau des parents. Moi, je leur en veux pas à ces parents-là. C'est souvent des parents qui sont investis pour leurs enfants en fait. Ils ont juste de hautes aspirations pour eux et ils veulent le meilleur pour leurs enfants, donc c'est cool. Mais juste, il faut à chacun, quelque part, à chacun sa place, tu vois. Voilà, on a tous en tête l'intérêt de l'enfant,
mais on n'a pas le même regard à poser dessus. Et on est censé, nous, à l'école, être un tout petit peu experts de ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on est des experts en parentalité, hein. Non. On est juste pas trop mauvais dans nos domaines de prédilection. Voilà. Quelle éducation. C'est l'enseignement. C'est ça. Allez, c'est vraiment ma dernière question. J'ai tergiversé là. Tu te vois faire ce métier toute ta vie ? C'est une question que je me suis déjà posée. Et au tout départ, je me disais oui. Et plus ça avance, et c'est pas un non qui est là, mais plus je me dis peut-être qu'il y a d'autres potentialités. J'aime vraiment beaucoup l'école. J'aime vraiment beaucoup mon métier. J'aime vraiment beaucoup être dans le cadre scolaire. Juste, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire peut-être ce que je fais ? Voilà. D'impacter ou d'essayer d'impacter autrement. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Je ne me ferme aucune porte. Ce qui est sûr, c'est qu'à cet instant-là, maintenant, je suis plutôt heureux dans mon métier. Donc, je vais continuer au moins un peu. Ouais. La porte n'est pas fermée, elle n'est pas encore ouverte. C'est ça, elle est entrouverte. Elle est entrouverte. Il y a des gens qui passent avec une lumière et tout, et je me dis non, pas encore. Pas encore. Voilà. Merci beaucoup d'avoir raconté ton quotidien, d'avoir mis des mots sur ce que vivent les enseignants aujourd'hui, même si c'est que ton expérience, évidemment. Mais je pense que ça peut faire du bien aux parents de savoir quelles sont vos problématiques, vos enjeux et la réalité du terrain qui est différente, comme tu l'as bien fait comprendre, de ce à quoi on peut s'attendre, même nous en tant que parents. Merci. Merci à toi Clémentine, c'était un moment très agréable d'échanger comme ça, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion, tu vois, d'avoir des moments off où soit on parle avec des collègues, soit on parle comme ça posément avec des parents, donc c'est moi qui te remercie. C'était très très chouette. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.